Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la tendance dans toutes les formes d'édiction du droit est à l'affirmation de valeurs fondamentales. La Cour constitutionnelle allemande, dès 1958, a fait des droits fondamentaux un ordre objectif de valeurs, rayonnant sur l'ensemble des branches du droit. Le préambule de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne proclame également les valeurs communes de l'Union des peuples d'Europe. La Constitution espagnole de 1978 fait référence aux valeurs dans son article 1.1, lequel dispose que l'Espagne se constitue en un État de droit social et démocratique qui défend comme valeur supérieure de son ordre juridique la liberté, la justice, l'égalité et le pluralisme politique. De plus en plus de lois, dans leur présentation ou même dans leur corps normatif, font référence aux valeurs qu'elles sont censées défendre. Si l'affirmation de valeurs dans le droit est récurrente, peu d'études se penchent sur la question de la fondation axiologique du droit, c'est-à-dire sur la problématique du fondement des normes en valeurs. Celles-ci ressortissent en effet classiquement du champ de la sociologie ou bien de celui de la philosophie, mais pas a priori, de la science juridique. Ainsi, les juristes, s'ils peuvent utiliser le terme de valeur, ne l'emploient pas dans un sens spécifiquement juridique. Par exemple, ils parlent de la valeur d'un texte ou d'un principe, pour signifier sa place dans la hiérarchie de l'ordre juridique. Ce faisant, ils invoquent implicitement l'un des sens courants du terme valeur, qui est simplement appliqué à un objet juridique, en l'occurrence un texte ou un principe. En ce sens, la valeur n'est pas un objet d'étude proprement juridique, puisqu'au contraire, le monde du droit s'autorise à l'utiliser dans un sens relativement courant. Néanmoins, les tentatives de plus en plus nombreuses, quasiment habituelles, de fondation axiologique du droit en font un objet d'interrogation pour le juriste. En effet, si l'intégration des valeurs à la réflexion juridique se manifeste clairement et depuis un certain nombre d'années, alors il ne faut pas passer cette tendance lourde sous silence. Les juristes doivent adopter une démarche réflexive relativement à leur propre pratique. De nombreuses questions se posent à propos de ce qui est appelé fondation axiologique du droit. Que peut bien signifier cette invocation des valeurs? S'agit-il d'une simple clause de style ou bien est-ce, au contraire, l'affirmation substantielle d'une doctrine philosophique déterminée assortie d'effets juridiques identifiés? En effet, il n'est pas évident de déterminer a priori la portée de cette référence aux valeurs, qui pourrait aussi bien consister en un simple discours de façade qu'en une véritable doctrine normative. D'ailleurs, il faut définir ce qui est entendu par fondation. Est-il fait référence aux sources positives du droit au sens strict, constitution, loi, traités internationaux notamment, ou bien au sens large comprenant ainsi la doctrine et la jurisprudence? Malgré les débats doctrinaux existants sur l'intégration de la jurisprudence comme source positive du droit, il convient par réalisme de l'intégrer à notre propos. Il en va de même concernant la doctrine, dans la mesure où même un discours sur le droit peut produire des effets concrets et palpables. Si la doctrine n'est pas une source du droit positif, il n'en demeure pas moins qu'elle participe à la définition de l'objet droit, pour la science du droit, ce pourquoi le rapport aux valeurs y est particulièrement éclairant. Par ailleurs, la question se pose des conséquences d'une tentative de fondation axiologique du droit dans le cadre des systèmes juridiques contemporains et occidentaux. Depuis le tournant de la modernité juridique, qu'il est possible d'identifier schématiquement au moment de la diffusion des théories de Thomas Hobbes puis de l'avènement des États-nations, les grands systèmes politiques ont adopté comme position officielle le positivisme juridique, c'est-à-dire l'idée que le droit est seulement celui posé par l'État, sans qu'aucun autre corps de règles ne puisse le transcender et constituer un point de vue depuis lequel le juger. L'arrivée d'un élément extérieur au droit de l'État, tel que les valeurs, n'est donc pas un événement anodin dans l'équilibre instauré par la culture juridique de la modernité occidentale. Ce bref aperçu des problématiques, tant techniques que philosophiques, posées par la fondation axiologique du droit, laisse entrevoir l'intérêt d'une étude de ce sujet encore peu traité par les juristes. La fondation axiologique du droit, une reformulation du problème de l'articulation du droit et de la morale, dans les présupposés de la modernité. 1. La référence à des valeurs par le droit apparaît d'autant plus surprenante que celle-ci semble posséder une connotation morale. En effet,
La valeur ne revêt pas uniquement un sens économique, même si c'est en ce domaine qu'elle est le plus facilement observable par le résultat qu'elle cause. Les sciences sociales ont aussi repris la notion de valeur pour mesurer les opinions, étudier les justifications de l'action. Par ailleurs, les valeurs sont extrêmement présentes en art puisqu'elles fondent le jugement esthétique. La valeur correspond donc, soit au résultat, soit à la cause de l'évaluation d'un sujet, lors de laquelle celui-ci attribue des qualités à un objet. Ainsi, Nathalie Heinisch, sociologue française, définit la valeur comme la résultante de l'ensemble des opérations par lesquelles une qualité est affectée à un objet, avec des degrés variables de consensualité et de stabilité. Dans cette perspective, la valeur peut avoir un lien très fort avec la moralité en matière d'actions humaines, puisque celles-ci peuvent être expliquées, justifiées et jugées par le recours à des valeurs comme le bien, le sacré, le vrai. La dimension potentiellement morale des valeurs se trouve dans ce que Nathalie Heinisch appelle la valeur principe, qui est la cause et non le résultat de l'évaluation, la valeur à partir de laquelle le jugement d'un objet peut se réaliser. La valeur principe est donc implicitement présupposée dans les autres sens crédités au terme de valeur, qui sont, selon la classification de Nathalie Heinisch, la valeur grandeur, qualité d'un objet justifiant son appréciation positive, et la valeur objet, objet communément doté d'une appréciation positive. Parce que la transposition de l'axiologie au droit semble principalement se manifester comme la tentative de justifier le droit positif et de le juger à l'aune d'un corps normatif surplombant, nous nous intéresserons plus spécifiquement à la valeur principe, c'est-à-dire aux valeurs causes des évaluations. C'est à leur propos que la fondation axiologique du droit se révèle surprenante de prime abord. En effet, ces valeurs principes recèlent une potentialité morale, ce qui semble incompatible avec la revendication positiviste des systèmes juridiques modernes, lesquels nient l'existence d'un autre corps de règles que celle posée par l'État. Comment expliquer que le système juridique, officiellement rallié au positivisme, fasse référence à un objet apparaissant d'emblée comme renfermant une connotation philosophique et morale marquée? La référence aux valeurs dans le droit apparaît comme la résurgence, dans les cadres de la modernité et sous le jour d'une pensée présentant une originalité propre, la philosophie des valeurs, d'un problème intemporel, celui de l'articulation entre le droit et la morale. D'ailleurs, en se tournant vers les grands écrits sur le droit et la justice, il apparaît que le droit n'a jamais véritablement été pensé sans la morale. Toujours, la question de la rationalité, de la justice, de la moralité du droit s'est posée. En témoigne la succession des conceptions de la justice chez les philosophes ayant pensé le droit. Aucun n'a réfléchi sur le droit sans une définition de la justice, que le droit était en charge de réaliser plus ou moins parfaitement. Loi du talion, suum cuique, règle d'or, toutes ces conceptions de la justice modèlent le droit selon leurs exigences morales. Hans Kelsen explique ce besoin d'adosser le droit à une conception de la justice ou de la morale, par une disposition proprement humaine à présenter son comportement comme bon. C'est une particularité de l'homme que d'avoir le besoin profond de justifier sa conduite, d'avoir une conscience. Le besoin de justification ou de rationalisation est peut-être l'une des différences qui subsistent entre l'homme et l'animal. Emmanuel Kant pensait déjà que l'homme était le seul être valorisant. Ainsi, il avait démontré dans la doctrine de la vertu que l'homme était le seul être connaissant la potentialité du suicide, ce qui en faisait également un être de valorisation. L'animal, en tant qu'être absolument contingent, ne peut pas se représenter la possibilité de l'anéantissement. Dieu au contraire est absolument nécessaire, mais ne peut pas non plus pour cette raison se suicider. L'homme est un être sensible, donc contingent et fini, mais raisonnable, donc conscient de sa finitude. Pour cette raison, l'homme est l'être de la valorisation et connaît la potentialité du suicide. C'est ce qu'interprète Alexis Filonenko. Cela signifie qu'à ses yeux l'homme est le seul existant qui valorise. L'animal est en deçà de la valorisation. Dieu est ou devrait être au-delà de la valorisation saisie en un sens humain. L'homme est le seul être appelé à donner un sens à sa vie. C'est ce privilège exorbitant qui exige une philosophie morale. Les hommes ne parviennent donc pas à concevoir le droit comme le produit d'une pure volonté arbitraire, qui ne serait soumis à aucun principe de raison. D'ailleurs,
malgré la domination du positivisme juridique dans le monde moderne, qui définit le droit comme un commandement de la volonté, dont la validité ne dépend pas d'un autre corps de règles surplombant le droit positif, les tentatives de chercher une morale ou une rationalité dans le droit n'ont pas disparu. Ainsi, si Hobbes consacre définitivement le choix de la modernité pour le positivisme juridique, sa philosophie ne dit pas le dernier mot du droit, qui reste tiraillé entre puissance et raison. En effet, malgré la consécration du positivisme juridique, l'humanité ne se résout pas à faire du droit la simple émanation du pouvoir souverain, mais cherche sans cesse un substrat rationnel dans son œuvre, ce qui limite nécessairement le pouvoir de l'autorité édictant le droit. En réalité, il s'agit de la continuation de la controverse inaugurée dans la théologie du Moyen Âge, qui vit s'opposer ceux qui concevaient le droit comme une ratio et ceux qui le décrivaient comme une voluntas. Les rationalistes soumettaient le droit à des impératifs de rationalité, tandis que les volontaristes, principalement incarnés par les nominalistes, faisaient du droit l'œuvre d'une puissance absolument souveraine et rejetaient la raison comme norme surplombante, car celle-ci aurait limité le pouvoir de l'autorité souveraine. Les inspirations rationalistes se retrouvent encore aujourd'hui, car elles questionnent le problème intemporel de la légitimité du droit, dont nous avons parfois du mal à admettre qu'elle puisse se réduire au commandement de volonté d'une autorité habilitée. Nous cherchons donc toujours une justification substantielle du droit. Or, il se trouve que la référence à des valeurs dans le droit est de plus en plus fréquemment utilisée, tant par les juges que le législateur. Le recours à l'axiologie semble précisément intervenir dans le cadre de cette recherche de rationalité du droit, à rebours du relativisme axiologique, voire d'une forme de nihilisme et du positivisme juridique. D'un point de vue strictement philosophique, la philosophie des valeurs qui s'est développée au tournant du XXe siècle apparaît comme une tentative de reconstitution du monde moral, appuyée sur la démonstration de la rationalité des valeurs, c'est-à-dire sur la conviction de leur aptitude à faire l'objet d'une véritable connaissance. D'un point de vue de théorie du droit, la fondation axiologique des normes, dans la continuité de la philosophie des valeurs, se présente comme une tentative de justification morale de celle-ci, représentant ainsi une résurgence, sous une forme particulière, de la volonté de rendre raison du droit. Autrement dit, il s'agirait d'une reformulation du problème de l'articulation du droit et de la morale à l'ère de la modernité, c'est-à-dire à partir de son présupposé fondamental qu'est le non-cognitivisme éthique. 2. L'origine, les caractéristiques et les effets de la philosophie des valeurs lorsqu'elle est appliquée au droit, présentent une originalité certaine. La philosophie des valeurs n'est donc pas strictement la pure et simple transposition du problème de la morale et du droit. Elle constitue une réaction au nihilisme des XIXe et XXe siècles, provoquée par l'effondrement du monde moral. Avec la modernité en effet, les valeurs à appliquer dans les situations de vie ne peuvent plus se déduire d'un contenu métaphysique préétabli, car les sociétés se sont émancipées des systèmes moraux structurants. Désormais les hommes découvrent les principes de leurs actions à partir des situations concrètes auxquelles ils sont confrontés. Ce renversement du problème moral s'est produit par une montée en puissance de l'individualisme et de la science, ainsi que par le déclin corrélatif des croyances religieuses et des traditions. Sur le plan philosophique, cet effondrement du monde moral, lié à l'avènement des sciences mathématisées, s'est analysé comme une scission de la raison humaine, qu'une large partie des philosophes a considéré comme incapable de poser des fins. Autrement dit, la raison s'est vue exclure du champ pratique, qui répond à la question « Que dois-je faire ?» Alors que la tradition philosophique assimilait sans peine la raison théorique, celle qui cherche à connaître le monde, et la raison pratique, celle qui cherche à s'orienter dans le monde, puisqu'elle pensait pouvoir déduire la morale de l'être, la modernité se caractérise par sa conscience du chaos du monde et par conséquent son incapacité à tirer un devoir-être de l'être. La révolution copernicienne a montré que le monde n'était pas un cosmos ordonné comme l'avait cru Aristote, et à sa suite, toute la pensée chrétienne qui avait remplacé le cosmos par un Dieu ordonnateur. Les anciens, à partir de ce monde ordonné et finalisé, pouvaient en déduire une morale, c'est-à-dire ce qu'ils devaient faire. Ainsi, pour Aristote, l'excellence consistait à accomplir parfaitement sa destination, à occuper au mieux la place réservée à chacun dans le monde.
Dès lors que le monde de l'être perd sa rationalité pour devenir un chaos, il ne peut plus constituer un repère pour établir des normes morales. Pour cette raison, la modernité développe un non-cognitivisme éthique. Les dogmes moraux ne peuvent pas faire l'objet d'une connaissance rationnelle sur le modèle des sciences de la nature. Cela se traduit par la séparation entre l'être et le devoir-être, très clairement affirmée par David Hume dans le traité de la nature humaine. Le passage du théorique au pratique constitue désormais un interdit, un saut illégitime. L'implication fondamentale de cette séparation tient en ceci. La raison théorique ne peut plus poser des fins, mais seulement déterminer les moyens adéquats à une fin choisie en dehors de toute rationalité scientifique. Puisque la morale n'est plus susceptible de savoir, une pluralité axiologique peut se développer dans la sphère de conviction individuelle. Si la raison théorique n'a plus son mot à dire concernant les fins, celles-ci naissent librement dans la décision subjective et individuelle. L'ébranlement des cadres du monde lié à l'entrée dans la modernité a fait succomber certains aux tentations du relativisme et du nihilisme. Puisque plus aucun système de morale ne peut accéder à une vérité métaphysique supérieure, alors cela signifierait que tout relève de la décision des individus concernant leurs propres convictions. La philosophie des valeurs est une réaction contre ce nihilisme issu de l'effondrement des assises du monde. Cette doctrine ne s'intéresse pas simplement aux valeurs comme à un champ quelconque de la philosophie, mais au contraire, fait de la valeur sa grille de lecture de toute réflexion philosophique. C'est ce qu'explique Jean Langlois dans son article de référence sur la philosophie des valeurs. Comme son nom même l'indique, l'axiologie essaie de définir et de justifier la valeur. Il s'agit alors d'une doctrine qui fait de la valeur son centre même de perspective. Considérée comme une réalité sui generis, qui n'est pas l'être ordinaire du monde réel, connu par l'intelligence, la valeur devient la réalité primordiale à partir de laquelle il faut comprendre et ordonner le reste de l'univers. À partir de ce principe, cette doctrine tente de justifier rationnellement la valeur, ce qui conduit à envisager une forme de rationalité pratique. Puisque le sujet est désormais affirmé comme premier, et non par rapport à sa place dans le monde, il doit s'orienter et décider ce qu'il veut être. La philosophie des valeurs prend donc acte de la liberté humaine, et tente de décrire comment l'homme peut se diriger dans le monde. Les valeurs sont alors conçues, soit comme les valorisations émanant du sujet, soit comme des entités existant indépendamment de lui et auxquelles le sujet accède en général par une forme de sentiment moral. Transposées dans le droit, les valeurs tentent alors de légitimer les normes par les valorisations d'une société donnée. En ce sens, la philosophie des valeurs constitue bien une reformulation du problème de la place de la morale dans le droit, appuyée sur les présupposés de la modernité. D'un point de vue juridique, la philosophie des valeurs va apparaître comme une tentative de justification substantielle du droit, face à un système juridique éminemment positiviste et fondé sur un relativisme axiologique et un pluralisme revendiqué. Les droits fondamentaux, réceptacle privilégié des tentatives de fondation axiologique du droit. La fondation axiologique du droit prend principalement pour objet les droits fondamentaux. Plusieurs raisons peuvent expliquer une telle congruence de la philosophie des valeurs et des droits fondamentaux. 1. En premier lieu, une parenté historique se dégage entre ces droits et la pensée du droit naturel moderne. Dès le XVIIIe siècle, en Allemagne, le droit et la philosophie du droit naturel moderne se rencontrent. Les codes philosophiques tentent de donner une forme juridique à la philosophie morale, tandis que les princes reprennent les principes philosophiques dans leurs textes juridiques. À la différence du droit naturel des anciens, qui prétendaient plutôt censurer le droit positif contraire aux principes du droit naturel, celui des modernes compte sur une influence progressive sur le droit positif, ce qui explique la nécessité de codification. Dans ces codes à mi-chemin entre la philosophie morale du droit naturel moderne et le droit positif, figurent les prémices des droits de l'homme. Le fait que les droits fondamentaux soient issus d'une tradition de philosophie morale les rend perméables à des interprétations moralisantes au travers du recours aux valeurs. Ce phénomène est redoublé par la construction même de cet objet par les philosophes du droit naturel moderne, qui ont édifié les droits de l'homme sur des spéculations relatives à la nature de l'homme, c'est-à-dire à ce qui faisait son humanité et le séparait de l'animal.
Les valeurs morales sont déduites de la nature et doivent irriguer la conduite des hommes dans leur vie commune. Ces considérations sont évidemment hautement philosophiques. Les objets juridiques, droits fondamentaux, sont donc d'emblée imprégnés d'une logique extra-juridique dans leur définition. 2. Faut-il discriminer au sein des droits fondamentaux concernant l'imprégnation des valeurs ? En particulier, les droits de l'homme et les droits fondamentaux sont-ils également perméables aux tentatives de fondation axiologique du droit ? Classiquement, la distinction entre ces deux termes relève des différences entre les générations de droits. La première génération, celle des droits politiques, est assimilée aux droits de l'homme. Dans la perspective de ces premiers droits, la liberté de l'individu domine. L'État, dont les affres arbitraires et despotiques sont désormais redoutées, est principalement conçu sur le mode de l'abstention, afin de laisser une sphère d'autonomie à l'individu qui correspond aux droits de l'homme, dans laquelle l'État ne peut intervenir. Les autres générations formeront, avec la première, les droits fondamentaux, mais les futures générations n'adopteront pas la même logique fondamentale d'abstention étatique. La seconde génération de droits, en effet, est relative au domaine économique et social et tente de prendre en compte les grandes critiques marxistes des droits formels. Avec ces droits, le but est d'assurer les conditions réelles d'émancipation de l'individu, ce qui passe par l'amélioration de son environnement économique et social. Ceci implique d'attendre de l'État, non plus une abstention, comme c'était le cas des droits de première génération, mais au contraire une prestation, afin d'assurer le développement de ces conditions économiques et sociales favorables à l'individu. Les droits de troisième génération sont issus d'un changement de perspective encore plus profond par rapport aux droits de l'homme. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les juristes prennent conscience que le seul ennemi potentiel de la liberté n'est plus l'État et qu'il ne suffit plus de mettre en œuvre une sphère d'autonomie de l'individu, mais qu'il faut véritablement consacrer des principes tels que sa dignité. En ce sens, les droits fondamentaux ne sont pas uniquement des déclinaisons du principe de la liberté, comme c'était le cas pour les droits de l'homme ou droits fondamentaux de première génération. Au contraire, ils touchent des domaines extrêmement divers et la puissance publique, notamment au travers de l'organe juridictionnel ou des instruments internationaux, tente de définir le contenu de ces droits. Ceci constitue une première perspective de réponse. Alors que les droits de l'homme démarquaient une sphère d'autonomie de l'individu dans laquelle l'État ne pouvait interférer, ce qui impliquait que celui-ci n'avait pas à définir l'usage que feraient les individus de leur liberté, du moins si ceux-ci restaient dans les limites du droit objectif, les droits fondamentaux font fréquemment intervenir les organes politiques pour la définition de leurs contours et de leur contenu. Autrement dit, il semble que la question de la fondation axiologique du droit puisse se poser avec une plus grande acuité concernant les générations postérieures des droits fondamentaux, puisque la puissance publique intervient dans la définition de leur contenu, au contraire des droits de première génération, à propos desquels l'individu restait libre de définir l'usage de son droit selon une conception propre et personnelle de ce qu'il pouvait signifier et impliquer. De surcroît, les droits fondamentaux, notamment de troisième génération, qui sont relatifs à la personne humaine, renvoient à des principes qui ont une dimension philosophique élevée, à l'image de la dignité. D'ailleurs, les droits fondamentaux semblent, plus que les droits de l'homme, s'insérer dans la tentative de justification substantielle ou raisonnable du droit. En effet, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les libertés publiques, qui étaient des traductions législatives françaises des principes philosophiques des droits de l'homme, ont peu à peu été supplantées par les droits fondamentaux. Il a été reproché aux premières d'être trop positivistes, et donc de ne pas offrir de garanties suffisantes contre les abus de l'État. En ce sens, l'émergence des droits fondamentaux semble montrer le retour des approches morales et junaturalistes, traduisant une quête de sens du droit. Les droits fondamentaux apparaissent donc comme particulièrement propices aux spéculations de la philosophie des valeurs. Par ailleurs, le statut juridique des droits fondamentaux n'est pas le même que celui des droits de l'homme. En effet, ces derniers avaient le statut de principe philosophique consacré formellement dans des déclarations de droit et affirmé positivement par l'instrument des libertés publiques. Les droits de l'homme avaient donc une envergure nationale et centrée sur la représentation politique au travers des libertés publiques. Au contraire, les droits fondamentaux émanent de textes internationaux et mettent au centre de la scène juridique les organes juridictionnels. De ce point de vue,
Ils sont fréquemment présentés comme constituant le fondement de l'ordre juridique. En ce sens, ils seraient plus perméables aux préoccupations sur les valeurs. En effet, ce qui a valeur de pacte constitutif ou de normes politiques fondamentales cristallise les convictions morales, car c'est par cette norme que la société se fait corps politique. 3. Surtout, si les droits fondamentaux ont cristallisé les tentatives de fondation axiologique du droit, c'est parce qu'ils représentent l'idéologie dominante de la modernité, autrement dit la pièce centrale de la croyance politique. En raison de ce statut, il est parfaitement compréhensible que les droits fondamentaux aient été l'objet privilégié d'une fondation axiologique du droit, dans la mesure même où celle-ci tente de répondre à un problème d'une envergure analogue à la place idéologique des droits fondamentaux dans la modernité, à savoir celui de la légitimité de l'État libéral sécularisé. Dit autrement, les droits fondamentaux, par leur place idéologique centrale, constituaient un objet à la hauteur de la véritable problématique de la fondation axiologique du droit, à savoir la légitimité de l'État moderne. Les valeurs, en effet, ont tenté de jouer un rôle unifiant dans le cadre de l'État libéral, en prétendant apporter une réponse au problème de sa légitimité. L'État moderne, issu du processus de sécularisation, a construit sa légitimité, non pas en se plaçant au service d'un ordre transcendant dont il aurait eu à affirmer les vérités dogmatiques, mais au contraire, en faisant de la garantie des libertés des individus et de la société sa raison d'être. Ce principe de légitimité est absolument paradoxal, dans la mesure même où il interdit à l'État de recourir à tout principe substantiel de légitimation, afin de rester fidèle au principe duquel il tire précisément sa légitimité, à savoir la garantie des libertés d'une société pluraliste, voire conflictuelle. Cette aporie, brillamment éclairée par Ernst Wolfgang Böckenförde, professeur de droit public allemand, est résumée par celui-ci de la manière suivante: l'État libéral, sécularisé, vit sur la base de présupposés qu'il n'est pas lui-même capable de garantir. C'est dans ce cadre que la jurisprudence, notamment allemande, a cherché à donner une légitimité au droit à travers le recours aux valeurs, que ne lui donnait pas le positivisme juridique, qui s'occupait strictement de la légalité, et que ne pouvait plus assurer le droit naturel, qui n'était pas assez scientifique. Autrement dit, les valeurs sont apparues comme une voie pour tenter d'affirmer une légitimité substantielle de l'État moderne et de son droit, afin de lutter contre la perte de ses assises politiques corrélatives à sa fonction de garant de la liberté. Comment expliquer que le recours aux valeurs, dont l'enjeu apparaît désormais comme absolument primordial, puisqu'il ne s'agit ni plus ni moins de celui de la légitimité du droit et de la politique moderne, se soit porté sur les droits fondamentaux? Il faut bien que ceux-ci soient apparus comme un objet éminemment central de l'ordre juridique, pour que les tentatives de fondation axiologique du droit, dont nous venons de comprendre les enjeux colossaux, se soient portés sur eux. Précisément. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.